Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à l'un des systèmes les plus fascinants de la biologie humaine, le réseau de communication hormonale féminin. C'est littéralement une horlogerie d'une précision absolue, où de minuscules molécules orchestrent absolument tout, de la croissance jusqu'à la reproduction. Mais la vraie question, c'est de savoir ce qui se passe quand ce réseau ultra-sensible commence à capter des interférences. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui en menant l'enquête sur plusieurs troubles endocriniens majeurs. Imaginons un instant la scène. Un seul petit signal mal envoyé ou juste une hormone produite en très légère surabondance et c'est tout le système biologique qui bascule. On ne parle pas de petits désagréments isolés ici, mais de véritables réactions en chaîne métaboliques, physiques et génétiques qui bouleversent le quotidien de millions de femmes. Alors, décortiquons un peu la mécanique de ce grand dérèglement. Voici notre feuille de route clinique du jour. On commence par l'horloge biologique avancée, ensuite on s'intéresse à l'hyperandrogénie, on percera le mystère du fameux SOPK, on verra ses diagnostics et traitements, et on terminera par le lien génétique avec l'HCS. Une vraie enquête médicale pour comprendre à quel point toutes ces pathologies sont interconnectées. Section 1, l'horloge biologique avancée. Passons à notre première série d'indices avec les anomalies du développement et plus particulièrement ce qui se passe quand l'horloge décide de s'activer beaucoup trop tôt. La puberté précoce. Posons d'abord nos bases. Cliniquement, la puberté précoce chez la fille, c'est l'apparition de signes de maturité sexuelle avant l'âge de 8 ans. Ce n'est pas juste une poussée de croissance bizarre, c'est vraiment une activation prématurée de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors d'où ça vient ? Très souvent, on n'en a aucune idée, c'est ce qu'on appelle une cause idiopathique. Mais attention, ça peut aussi être déclenché par des trucs beaucoup plus sérieux, comme des tumeurs cérébrales, des hématomes ou des kystes aux ovaires qui se mettent à produire des hormones. C'est pour ça qu'un diagnostic ultra précis est absolument vital. Ok, plongeons-nous là-dedans pour voir comment on arrive à séparer les différentes causes. Nos meilleurs alliés, ce sont les tests biologiques et surtout le test à la LHRH. Ça permet de faire le tri. Si on a une puberté précoce centrale, donc qui vient du cerveau, le test va provoquer une véritable explosion de l'hormone lutéinisante, la LH, qui grimpe à plus de 5 MUI par ml avec un ratio LH sur FSH supérieur à 1. Par contre, si c'est périphérique, par exemple une tumeur sur une glande surrénale ou un ovaire, le cerveau n'y est pour rien. Du coup, la réponse de la FSH et de la LH restera très faible. C'est un indice clinique massif. Section 2. Comprendre l'hyperandrogénie. Poursuivons notre enquête avec un nouveau suspect de taille. Souvent, au beau milieu de ces déséquilibres, l'hyperandrogénie. En gros, c'est un excès d'hormones dites masculines qui circulent dans le sang. Et là, il faut vraiment s'arrêter sur ce chiffre. 5 à 10%. L'hyperandrogénie touche de 5 à 10% des femmes en âge de procréer. C'est une proportion colossale. Ça veut dire que dans une salle d'attente classique, une grande partie des patientes vient spécifiquement à cause de ce dérèglement hormonal précis. Ce n'est pas du tout un phénomène marginal. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont cette tempête interne se voit à l'extérieur. Cet excès d'androgène laisse des traces évidentes. On retrouve de l'hirsutisme, donc des poils durs et excessifs là où il n'y en a pas d'habitude, une acné sévère, parfois une alopécie, c'est-à-dire une perte de cheveux, et dans les cas les plus poussés, de vrais signes de virilisation comme une voix qui devient rauque. Sans oublier bien sûr les troubles du cycle menstruel, voire l'absence totale de règles. Bref, des signaux d'alarme majeurs qui nous poussent à chercher ce qui cloche en dessous. Section 3, le mystère du SOPK. Toute cette recherche nous mène tout droit à la maladie hormonale la plus répandue chez les femmes en âge de procréer. Faisons la lumière sur le très célèbre syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Et ceci illustre brillamment le cœur du problème. Le contraste est flagrant entre un ovaire normal, avec ses quelques follicules, et un ovaire polykystique qui est gonflé à bloc et rempli de petites formations. C'est en observant ça, dans les années 30, qu'on a donné son nom à la maladie. Mais en médecine, il faut toujours se méfier des apparences. Et voilà le plus grand retournement de situation de cette pathologie. Le nom de syndrome des ovaires polykystiques est un mythe. En fait, ce que ces pionniers de la médecine prenaient pour des kystes, eh bien, ce ne sont pas des kystes. Ce sont simplement des follicules tout à fait normaux, mais dont la croissance est restée bloquée à cause de cet excès d'androgène dont on vient de parler. Ces follicules immatures s'accumulent, ne libèrent jamais d'ovules, et bim, trouble de l'ovulation et de la fertilité. C'est fou, non ? Section 4. Diagnostic et traitement du SOPK. Concrètement, comment on gère ça en clinique ? Il faut une investigation biologique rigoureuse pour démêler cette énorme toile métabolique.
On passe donc au bilan biologique, souvent fait entre le 2e et le 5e jour du cycle. À l'échographie, on compte au moins 20 petits follicules bloqués de moins de 9 mm. L'ovaire est volumineux. Mais le vrai feu rouge, c'est l'inversion du ratio FSH sur LH. En temps normal, la LH fait un pic pour déclencher l'ovulation, mais ici, son taux de base est déjà anormalement élevé et stagne. Les androgènes, eux, explosent. Et, détail ultra important, on note une vraie tendance à l'hyperinsulinémie et au diabète. On voit bien que c'est un problème métabolique global, pas juste un petit souci isolé dans les ovaires. Face à ce tableau clinique, le traitement est méthodique. On y va par étapes. Étape 1, surtout en cas de surpoids, c'est le mode de vie. Perdre environ 10% de son poids peut parfois relancer la machine de façon spectaculaire. Étape 2, on s'attaque aux symptômes esthétiques de l'hyperandrogénie avec une pilule œstroprogestative. Ça met l'ovaire au repos. Si l'hirsutisme résiste, on passe à l'étape 3 avec des anti-androgènes plus puissants comme l'acétate de cyprotérone. Et enfin, l'étape 4, pour celles qui ont un désir de grossesse, la stimulation de l'ovulation, voire la PMA, chaque action a une cible très précise. Section 5. Le lien génétique avec l'HCS. Terminons par notre dernier suspect. Et attention, celui-ci est un véritable caméléon qui imite presque à la perfection tout ce qu'on vient de voir. C'est l'hyperplasie congénitale des surrénales, ou HCS. À l'inverse du SOPK qui dépeint de plein de facteurs, l'HCS a un coupable unique et génétique. On parle d'une maladie autosomique récessive due à un gène défectueux, le gène CYP21A2. En temps normal, ce gène fabrique une enzyme qui aide à produire du cortisol, mais là, l'usine est en panne. Conséquence, les précurseurs du cortisol s'accumulent et, faute de pouvoir avancer sur la chaîne de montage, ils sont déviés et transformés en androgènes. C'est littéralement une surproduction d'hormones masculines causée par une erreur de code génétique. Il faut absolument savoir qu'il y a 2 versions de cette pathologie. D'un côté, l'HCS classique, qui est repérée dès la naissance. Elle est très sévère, virilisation génitale chez les filles et un risque vital de perte de sel et de déshydratation. De l'autre côté, on a la forme non classique. Beaucoup plus discrète, elle n'apparaît qu'à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et devinez quels sont ses symptômes ? Hirsutisme, acné, anovulation. Et oui, elle se déguise carrément en SOPK. C'est pour ça qu'il est impératif de chercher cette mutation génétique pour être certain du diagnostic. En fin de compte, réaliser à quel point toutes ces conditions, de la puberté précoce au SOPK en passant par ces mutations génétiques, utilisent les mêmes routes hormonales et produisent les mêmes symptômes est juste fascinant. L'endocrinologie, ce n'est vraiment pas juste des organes posés les uns à côté des autres, c'est un écosystème géant, où le moindre petit bug enzymatique déclenche une cascade de réactions. Et vous savez quoi ? Voir la biologie humaine non plus comme une fatalité, mais comme un immense puzzle à résoudre, c'est sans doute la meilleure façon de repousser les limites de la médecine. Alors quelle sera la prochaine pièce du puzzle ? C'est sur cette question que s'achève ce décryptage. Merci d'avoir suivi.